Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir, présent à cette conférence, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qui va traiter de comment atteindre ces objectifs, tout ce que vous devez savoir et faire pour réaliser vos objectifs. Alors, on va aborder certains points. Alors, comme d'habitude, la conférence, je vais faire le déroulement de la conférence. Ensuite, vous pourrez me poser des questions. Et ensuite, je vous parlerai de la mise en application de la méthode proprement dit, puisqu'il s'agit de cette conférence, va traiter d'une démarche que j'enseigne depuis 36 ans, qui fait très largement ses preuves. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On va aborder, il y a des notions qui sont vraiment indispensables quand on parle de réalisation de ces objectifs. J'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que votre objectif est clair ? Vous savez, il y a un adage qui dit « Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment espérez-vous l'obtenir ?» C'est tellement évident, mais pourtant, 90%, et encore, je devrais mettre un peu plus, des gens ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent parce que depuis que je donne des conférences, depuis maintenant, en réalité on a mis 35 ans, mais ça fait 37 ans que je donne des conférences, il y a quelque chose qui revient à chaque fois, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou c'est pas clair, ou c'est assez vague, ils ont une petite idée. Et ça c'est vraiment fondamental, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et si votre objectif n'est pas clair, c'est un petit peu comme une question. Si vous posez une question floue, la personne qui va être en face va avoir beaucoup de difficultés à vous répondre et elle va vous donner une réponse qui sera tout aussi floue que votre question. Et c'est pour ça que ça, c'est vraiment la première chose à faire lorsqu'on veut réaliser un objectif, c'est d'abord de savoir très clairement ce que vous voulez, je dirais dans le détail. Essayez d'imaginer, vous achetez une maison. Et puis cette maison, bon, c'est bien, mais l'intérieur me plaît pas, j'ai envie d'autre chose. Ou alors peut-être même votre maison actuelle, vous dites j'ai envie de tout changer parce que j'en ai un petit peu assez. Puis vous faites venir un entrepreneur et vous lui dites, bah, écoutez, voilà, je voudrais tout changer parce que j'en ai marre de cette maison, de cet intérieur. Et c'est tout ce que vous lui dites. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? C'est impossible. Si vous ne lui dites pas comment vous voulez l'intérieur de votre maison, est-ce qu'il faut abattre des cloisons, de quelle couleur vous voulez les murs, où est-ce que vous voulez mettre les meubles, où est-ce que vous voulez mettre la cuisine, etc. Il faut que vous donniez des détails extraordinairement précis et ça vous paraît évident. Eh bien, votre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon. C'est que si vous lui donnez des informations floues, pas très claires, eh bien, il sera incapable de transposer ça dans la réalité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dis aux gens, mais la première chose, c'est de savoir ce que vous voulez, mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour le faire ? Vous savez, c'est très intéressant parce que je suis dans le domaine de la réalisation personnelle et de la méditation depuis 37 ans. Je pratique depuis 50 ans. Et quelque chose qu'on connaît dans ce domaine, et j'ai envie de dire dans pratiquement tous les domaines, c'est que il n'y a que 3% des personnes qui viennent par exemple à ce genre de conférences qui vont mettre vraiment en application. J'ai pas le temps, j'ai trop de choses, j'ai des urgences. Enfin bref, les gens ont une foule d'excuses extraordinaires. Et c'est Jim Rohn qui disait une chose, une phrase que j'ai beaucoup aimée: si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous avez raison. Et si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. La question, c'est de savoir de quel côté vous allez balancer. Et évidemment, il y a des peurs, il y a des incroyances, il y a toutes sortes de choses qui font que les gens n'entreprennent rien et ne voient pas leur vie changer. Et à part se plaindre, parce que la plainte est quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps, je disais aux gens, mais ça ne marchera jamais. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Je leur dis, mais depuis le temps que vous vous plaignez, qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat ? Nada. Rien. Et ça ne marchera jamais, parce que tant qu'on se plaint de ces situations, elles ne s'améliorent pas. Alors je me dis que les personnes qui viennent à ce genre de conférences, c'est les personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main et de se donner de vrais moyens
Je vous parle, je suis quelqu'un d'expérience, je suis pas, voilà, je viens pas d'arriver sur le marché. je, euh, je transmets ces connaissances depuis toutes ces années avec un plaisir renouvelé. Et puis j'étais comme vous, j'étais quelqu'un qui était en quête, très jeune, parce que bon, j'avais une vie pas très heureuse dans mon enfance, et je voulais des réponses. Je répète souvent dans mes conférences, quand j'avais 13 ans, parce que je dessinais, j'aimais bien dessiner, j'ai beaucoup dessiné pendant très longtemps. Et un de mes oncles qui me voyait dessiner, j'étais encore un bout de chou, puis il me dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'avais tout jeune, 13 ans, et je lui dis, spontanément, comme ça, je lui sors, bah, je vais être heureux. Et il était très surpris parce qu'il s'y attendait pas. Et il pensait, c'était en rapport avec le fait que je dessine. Je lui dis, je vais être heureux. Et il me dit, mais c'est pas un métier, ça, d'être heureux. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux? J'ai eu papa, maman, ils ont un métier, ils sont pas heureux. Et puis il y a plein de gens, je parlais des professeurs, parce qu'on avait des professeurs qui n'étaient pas très heureux. Ils ont un métier, mais ils sont pas très heureux. Et pour moi, ça me paraissait une évidence. Et je me suis dit, c'est rigolo, parce que on était dans un milieu, puis je pense que c'est un petit peu partout comme ça. La préoccupation qu'on a, c'est d'avoir un métier, c'est plus tard de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, une belle maison, d'être riche, vraiment bref, chacun. Mais jamais, les gens disent, dans leur vie, ils veulent être heureux. Et pourtant, s'ils étaient plus heureux, tout ce qui construirait leurs relations, leur activité, leur vie sociale, eh bien, naîtrait de ce bonheur. Parce que s'ils sont bien, s'ils sont heureux, ils vont manifester du bonheur autour d'eux. Et pour moi, c'était évident. Et donc, toute ma quête, ça a été cette quête vers le bonheur. Et ce qui fait que sur ma route, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer des sages de différentes traditions, parce que quelque part, c'est quand vous avez vraiment un objectif et qui vous tient à cœur, c'est extraordinaire comment les choses se mettent sur votre route. Et tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer, des sages indiens, occidentaux aussi, puis des sages tibétains, parce que j'ai eu l'immense privilège de fréquenter un grand maître du nom de Chimène Rinpoché, qui appartenait à l'école Nyingmapa du bouddhisme tibétain, et qui était une grande figure dans le bouddhisme tibétain, et qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire, parce que comme ma quête c'était le bonheur, je voulais des réponses. Et je me disais, est-ce que le bonheur on peut le réaliser? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible? Et puis, j'avais bien compris qu'il y avait des bonheurs qui étaient dépendants. C'est-à-dire que voilà, des personnes, voilà, elles gagnent de l'argent, d'un seul coup, elles sont très heureuses, mais elles sont très malheureuses quand elles le perdent. Et puis, c'est pareil pour les relations. Et elles rencontrent quelqu'un, homme, femme, ils se marient, c'est merveilleux, mais au bout de quelques années, ça va plus, ça marche plus, ils sont désespérés, quand ils se quittent, ils sont 30e dessous, ou quand quelqu'un décède, c'est pareil, et on voit que ce bonheur, finalement, il ne tient pas. Il ne tient pas, on est licencié, on a un métier, on s'épanouit, on est très heureux, puis on est licencié, on lui dit, bon, dehors, on n'a plus besoin de vous, et puis là, on fait une dépression. Et puis, vous avez plein de situations comme ça, adverses, auxquelles nous sommes tous, de toute façon, confrontés à un moment ou à un autre. Et je me suis dit, mais ce bonheur, il tient pas, c'est pas solide. C'est basé sur la satisfaction d'un désir, et puis ce désir, finalement, il est dépendant de nombreuses causes et conditions qui vont le favoriser. Je suis heureux, c'est parce qu'il fait beau temps, et encore le beau temps, c'est relatif, puisqu'on sait que le soleil est en train de griller la planète aujourd'hui. Il y a des zones de la planète où on ne peut même plus habiter tellement il fait chaud. Et donc c'est cette notion de beau temps, quelque chose de complètement relatif, mais enfin bon bref, et les gens sont tout tristes quand il pleut beaucoup. Là en ce moment il y a eu beaucoup de pluie, et j'entends des gens, c'est triste, le temps est maussade, etc. On a l'impression qu'ils s'identifient au temps, et ils deviennent ce temps, et ils deviennent tout aussi tristes que le temps. Moi personnellement ça m'affecte pas du tout, puis en plus comme j'ai un potager, je me dis c'est bien, ça arrose, bon ça ramène beaucoup de limaces, mais voilà. Et
Et donc, ma quête, il fallait que j'ai des réponses, parce que j'ai fréquenté des milieux très riches, et je découvrais que finalement, les gens n'étaient pas si heureux que ça, parce que malgré le fait qu'ils pouvaient s'offrir tout ce qu'ils voulaient, j'ai rencontré des gens connus, j'ai fréquenté des gens du showbiz, et je me suis dit, mais bon, tout ça c'est bien beau, mais finalement, quel que soit l'endroit, puis évidemment, comme j'ai été SDF, j'ai fréquenté des indigents, des personnes qui étaient vraiment dans le dénuement le plus complet. Et j'ai eu finalement cette chance de graviter un petit peu dans toutes les strates de la société, et de découvrir même des hommes de pouvoir, etc. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas plus de bonheur qu'ailleurs, je me suis dit quelque chose. Et quand j'ai rencontré ces sages, je me suis dit, ah tiens, là il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je voudrais réaliser. Je sentais cette tranquillité d'esprit, cette bienveillance, puis surtout cet humour qui émanait d'eux. Et je me suis dit, tiens, là, je dois être au bon endroit. Donc finalement, quand on a une aspiration claire, eh bien, c'est un peu comme si les circonstances mettaient tout sur notre route pour qu'on le réalise. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut, à s'impliquer réellement, et puis parfois on va traverser des tempêtes, on va traverser des ouragans même, parce que on va être inévitablement confronté à toutes nos attentes. Et donc si on n'est pas prêt, si on est très attaché à notre confort, eh bien tout cela va être très difficile. Non, c'est pour ça que je vous demandais qu'est-ce que vous voulez vraiment, et est-ce que vous êtes prêt vraiment à faire ce qu'il faut. Et puis c'est là qu'il y en a plein qui partent de cette conférence au sisisme. Il est en train de me foutre la pétoche. C'est pas pour moi, parce que j'ai l'impression... Mais il s'agit d'être honnête, et vous regardez, tous ceux qui ont réalisé quelque chose dans leur existence, ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils ont réuni toutes les causes et les conditions qui ont participé à leur réalisation. Eh bien, ils ont retroussé les manches, ils ont fait ce qu'il fallait, et ils ont cherché, ils ont pris du temps, etc. Et c'est comme ça que finalement, ils ont fini par atteindre leur objectif. Vous voyez, j'ai vu quand il était sorti le film Secret, je trouve que ça fait un petit peu trop croire au miracle, parce qu'on a l'impression que ça y est, il suffit d'imaginer un truc pour qu'il arrive. Alors, bien sûr, la synchronicité arrive, la dissonance cognitive fonctionne, c'est évident, mais en même temps, ça ne nous épargne pas de faire les efforts qu'il faut, parce que peut-être ce qu'ils oublient de dire, c'est tout ce qu'ils ont fait pour réaliser leurs objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Est-ce que votre objectif est clair? Et qu'est-ce que vous allez faire pour le réaliser? Ça, c'est deuxième chose. Un autre point qui est très, très important, c'est de comprendre, je vais aborder un sujet un petit peu particulier, c'est de comprendre la nature, la vraie nature des phénomènes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre objectif, il a cette même nature. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout, et vous allez comprendre, c'est assez simple à comprendre quand on prend le temps de méditer, c'est que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions qui se sont réunies, qui ont fait que ce qui arrive. Vous regardez, je donne souvent l'exemple du nuage parce que je trouve qu'il est très évocateur. Vous prenez un nuage, il se crée à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions qui se réunissent, qui s'enchevêtrent et qui font que ce nuage apparaît, la forme du nuage apparaît. Et ce nuage, lui, il va se transformer à la faveur du changement des causes et des conditions qui participent à sa manifestation. Jusque-là, ça paraît clair. Et il va disparaître à la faveur du changement des causes et des conditions qui ont participé, elles aussi, à sa manifestation en sortant. Et tout ce que nous vivons, eh bien, résulte de ce jeu de causes et des conditions. Et c'est très intéressant, le mot résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. Ça résulte de toutes les causes et les conditions auxquelles nous avons participé consciemment et inconsciemment. Et c'est très important à comprendre parce que ça veut dire que la vie que vous avez aujourd'hui, c'est un aboutissement. C'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions qui se sont réunies et auxquelles vous avez participé consciemment ou inconsciemment et qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai dit, Christ disait, on récolte ce que l'on sème. Mais je ne parle pas de manière péjorative, c'est juste notre vie, c'est la juste continuité de ce qui l'a précédé. Et ça, c'est assez simple à comprendre aussi. Ça veut dire quoi? Si je vous dis tout ça, eh bien que
votre aspiration, l'aspiration que vous portez en vous aujourd'hui, eh bien, elle sera aussi le résultat de toutes les causes et les conditions que vous allez réunir pour voir sa matérialisation. Donc il ne suffit pas de se dire, ben voilà, je veux ça, pour que ça arrive. Si vous ne réunissez pas toutes les causes et les conditions qui vont participer à sa manifestation, à sa réalisation, eh bien ça n'arrivera jamais. C'est comme quelqu'un qui dit, putain, ben voilà, je voudrais parler anglais, mais il prend aucun cours d'anglais. Ou alors il y va une fois de temps en temps, etc. Donc ça fait pas très sérieux. On peut pas dire que cette personne va finir par arriver à parler anglais, parce que c'est mon cas. Moi, j'ai un anglais très rudimentaire. Je crois que je n'aime plus du tout d'anglais, parce que je parle plus du tout l'anglais. Et donc c'est parce que je fais pas les efforts qu'il faudrait pour arriver à parler correctement. Mais comme ça fait pas partie vraiment de mes objectifs, parce qu'il y a un autre ingrédient aussi qui est très important, c'est que cette aspiration, eh bien, il doit y avoir une ferveur derrière, un désir ardent de le voir se réaliser. Parce que si vous vous contentez de dire, ben voilà, je voudrais bien, et c'est souvent d'ailleurs dans la parole des gens, je voudrais bien réaliser cela. Déjà, le voudrait, ça en dit long sur le degré d'implication de la personne. Voilà. Donc maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Un des grands ingrédients de la réalisation de votre objectif, eh bien c'est vous. Toutes les personnes, je peux vous assurer que toutes les personnes qui ont réalisé des choses importantes, et aujourd'hui de plus en plus, sont les personnes qui ont compris, en fait, quelles étaient la source de leur réalisation. Si vous ne vous occupez pas de vous, eh bien, comme disait Quimby, ce philosophe américain, Phineas Quimby, disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». En fait, c'est la manifestation, les bouddhistes disent la même chose. En fait, c'est que votre vie, c'est l'émanation de vos pensées. Le problème, c'est que vous avez peu conscience de vos pensées. Souvent, elles sont ignorées par la conscience. Et encore une fois, je répète ça très souvent, mais c'est parce que c'est juste, comme disait Jung, plus une pensée est ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et c'est pas forcément le destin que vous voudriez. Donc, d'où l'intérêt de devenir davantage conscient de ses pensées. Un autre point qui est très important, et ça on va en parler aussi, l'être humain, comme disait ce grand sage Shimenzin Rinpoche, l'être humain c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, justement, et tant mieux, et surtout si vous avez une aspiration très claire, et puis le moteur qui tire en arrière, eh bien, ce sont nos obstacles personnels, nos peurs, nos préjugés, la culpabilité, nos vues fausses, etc., qui font que, eh bien, on est tiraillé. D'un côté, on veut avancer, puis de l'autre côté, on se sent tiré par la manche. Donc, s'occuper de soi, c'est déjà mettre de l'ordre en soi-même, c'est de créer un peu plus d'harmonie, d'être en accord avec soi-même, parce que tant qu'on n'est pas en accord avec soi-même, c'est un petit peu comme des personnes, c'est d'imaginer des personnes qui veulent créer une entreprise, il y en a un qui veut aller par là, l'autre qui veut aller par là, puis l'autre qui veut aller par là. Cette entreprise, elle ne marchera jamais. Parce que personne n'arrive à être d'accord sur les aspirations et sur les objectifs. Et tant qu'on n'arrive pas à faire avancer d'une seule voie, eh bien, ça ne marche pas. Eh bien, c'est pareil avec vous. Tant qu'il y a cette division en vous, tant qu'il y a une partie qui veut aller là, puis que l'autre qui dit « mais non, mais tu te rends compte s'il va t'arriver, etc. » eh bien, vous ne réaliserez rien. En fait, pourquoi? Parce que votre aspiration doit refléter, finalement, elle reflète ce que vous êtes. Et je vais vous dire aussi un autre point qui est très important. Rien qui n'existe déjà en vous ne peut se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que votre aspiration, elle doit déjà exister en vous. De façon claire, elle doit faire corps avec vous. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour se mettre en accord avec soi et pouvoir enfin avoir la vie à laquelle on aspire. Quand je dis avoir la vie à laquelle on aspire, je ne sais pas le temps que ça va mettre, parce que ça dépend de chacun, ça dépend de vos obstacles, ça dépend de difficultés. Mais je voudrais vous dire, parce que ça c'est une question de logique, parce que je vois tellement de gens s'inquiéter pour ce qui va leur arriver demain, mais je leur dis ça sert à rien de vous inquiéter pour demain. Puisque demain, aujourd'hui dépend de, comme disait Bouddha, aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et demain dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Donc c'est pas... vous inquiétez pour demain, ça ne sert strictement à rien. À part vous inquiéter, en fait, vous nourrissez de l'inquiétude. C'est ce que vous faites maintenant et qui va participer à votre demain.
c'est ce que vous nourrissez, ce que vous faites exister maintenant, et ce que vous mettez en place, qui va faire que ça va arriver demain. Donc, si demain, vous voulez une magnifique maison, eh bien, vous commencez à poser une pierre aujourd'hui, et une autre demain, peut-être même deux, et ainsi de suite, et tous les jours, sans jamais désespérer, vous mettez une pierre après l'autre. Quand ce sera fini, on n'en sait rien. Quand ce sera fini, quand ce sera fini. C'est-à-dire quand vous aurez posé toutes les pierres et qui font que vous aurez ce magnifique édifice. Eh bien, la réalisation de votre objectif, c'est la même chose. Donc maintenant, on va se donner les moyens, mais les moyens psychologiques. Parce que vous êtes la source de votre réalisation, de votre aspiration. Et ça, tant que vous ne l'avez pas compris, tous les efforts que vous pourrez faire ne serviront strictement à rien parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Je vois tellement des gens qui échouent ou même qui réussissent et puis qui finalement sont rattrapés par ce fameux moteur qui tire en arrière et que tout capote, il y a cette espèce de sabotage. J'ai vu des gens très riches qui, du jour au lendemain, complètement dégringolés, sombrés dans la dépression, ils n'avaient plus rien. Et croyez-moi, quand j'étais SDF, j'en ai rencontré, parce que j'ai fréquenté un ancien journaliste, un avocat aussi, qui était SDF, qui était complètement anéanti, qui se sont complètement effondrés. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'on a des connaissances, qu'on a des diplômes, qu'on est épargné par ce genre de difficultés. Et c'est pour ça que c'est la première chose, et on est dans une culture qui ne s'occupe pas du tout, mais pas du tout, de cet aspect. Donc, première chose, se mettre en accord avec soi-même. Trouver l'harmonie. En fait, vous devez être ce que vous voulez voir se manifester demain. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi. Soyez ce que vous voulez être. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien d'abord, on crée de l'harmonie. Première chose, on va voir la méditation. La méditation, ça sert à quoi? La méditation, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ça fait 50 ans que je pratique la méditation, je pense connaître un petit peu, et comme je vous l'ai dit, après avoir fréquenté tous ces sages, et après avoir transmis aussi la méditation, je pense pouvoir dire que je connais un petit peu la méditation. Et aujourd'hui, on doit reconnaître que c'est un peu le bazar, parce que tout le monde se prétend sage, maître, etc. On a l'impression qu'il suffit de se mettre un turban sur la tête, puis de se laisser pousser la barbe, ou de s'affubler d'un vêtement particulier pour se dire que ça y est, on est un grand méditant. Mais comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, et c'est pas parce qu'on s'est affublé, mais les gens sont séduits par les apparences. C'est extraordinaire. Pour ça que j'ai préféré garder une apparence tout à fait ordinaire, tout à fait classique, parce que je me dis, si les gens viennent vers moi, au moins c'est pas parce que je suis habillé en sari. D'ailleurs, ça me rappelle, vous savez, une petite histoire en Inde qui est vraie en plus. C'était un sage qui enseignait, puis qui était toujours habillé en sari, puis tout le monde venait, il y avait des gens qui venaient de partout, etc. Mais c'était un vrai sage en tout cas. Et puis il dit, il soupçonnait les gens de venir le voir parce que pour ce qu'il reflétait, parce qu'il était habillé en sari et tout. Puis un jour, il a changé, il s'est habillé en costard. Les gens étaient complètement déboussolés. Et ils se sont dit, bon, il est devenu fou, perdu la tête, c'était pas un vrai sage, et il y a eu beaucoup moins de monde. Et ils s'y attendaient, et ils le savaient, parce que les gens sont attachés à la forme. Ils ne regardent que la forme. Donc ils se disent, et c'est une petite histoire comme ça, comme j'ai fréquenté pendant 15 ans les Tibétains, il racontait une histoire qui était assez drôle. C'était un occidental qui était venu à Dharamsala, et puis qui s'était assis à côté d'un moine, et puis il était très fier de passer du temps avec ce moine. Il disait, ouais, et puis il racontait à tout le monde qu'il avait rencontré ce moine. Puis les maîtres rigolaient parce qu'ils voyaient la scène, et ils disaient, mais ce moine venait tout juste d'être intronisé, il connaissait pas grand chose à la méditation encore. Et donc ça les faisait rire parce qu'ils disaient, vous les occidentaux, vous êtes quand même très très naïfs. Donc voilà pour la petite histoire. Donc maintenant on va parler de méditation. Pourquoi? Parce que, comme disait Pema Chodron, cette sage tibétaine disait que la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et pourquoi c'est si important? Parce que si vous considérez votre aspiration comme un cadeau que vous allez vous faire, est-ce que vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Ben non. Donc si vous ne vous aimez pas, quel cadeau vous allez vous faire
dans l'avenir. Donc ça sert à rien de désirer si déjà vous commencez à avoir du mal à vous aimer vous-même. Je parle pas de s'aimer, parce que qui m'a écrit « Ah mais moi je m'aime, je m'adore, etc. » Ça sentait un petit peu le narcissisme. Et je lui disais, on avait bien compris, c'est quelqu'un qui a surtout besoin qu'on l'aime et qu'on la regarde. C'est pas du tout ça. C'est vraiment prendre soin de soi, c'est de reconnaître sa valeur. Et il n'y a que vous qui puissiez reconnaître votre valeur. Et la méditation est tout à fait appropriée pour ça. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, on va un peu trier les lentilles parce que comme il y a tellement de choses dans la méditation, ça existe depuis 4000 ans. On a des traces archéologiques qui démontrent une activité de méditation à 4000 ans. Et quand on étudie les textes, ce que j'ai fait pendant très longtemps, même si ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après on revient à l'essence de la pratique, mais comme j'ai beaucoup étudié, j'ai étudié les Upanishads, j'ai étudié beaucoup de traditions, et on retrouve, quand il parle d'une faculté qu'on possède tous, c'est l'attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle de MBSR, on parle de méditation pleine conscience, etc. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ces termes parce qu'on a l'impression de quelque chose d'extérieur à nous et qu'on va coller comme ça sur le... Et en plus, l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens pensent pratiquer la méditation en faisant de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une toute petite partie de la méditation. La méditation, et Mathieu Ricard le dit très bien lui aussi, c'est tout un ensemble de pratiques, c'est un entraînement de l'esprit. Et c'est pas juste pratiquer l'attention, enfin la pleine conscience. Et pourquoi je préfère de loin cette notion d'attention? Parce que l'attention, c'est une faculté qu'on possède tous. On a tous cette capacité à être attentif. On est attentif à ses enfants, on est attentif à ses proches, on est attentif, puis on peut faire attention à différentes choses. Et d'ailleurs, quand il s'agit d'un proche, quand on dit on prête de l'attention à quelqu'un, il y a une notion de bienveillance. Et donc, quand on va dans la pratique de la méditation, on va se prêter de l'attention. Donc, il y a une notion de bienveillance. On va révéler cette bienveillance à l'égard de soi-même. Il ne s'agit pas du tout de narcissisme, il ne s'agit pas du tout d'égoïsme. Au contraire, on va être altruiste, mais envers soi-même. Parce que pour pouvoir être bienveillant à l'égard des autres, on va déjà commencer par soi. C'est souvent les gens ont une telle appréciation d'eux-mêmes, surtout en Occident, c'est assez terrible. Donc on commence par soi. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes la source de votre réalisation, de votre aspiration. Et c'est un aspect que vous ne pouvez pas négliger, sinon ça ne marche pas. Donc vous allez prendre soin de vous. Donc on va développer, on va éveiller cette attention. Pourquoi? Parce que cette attention va vous apporter de la stabilité. C'est un fait d'observation, si vous regardez votre conscience, en état vigile ordinaire, a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées. Et donc, vous devenez littéralement vos pensées, vous devenez vos émotions, vous devenez votre colère, vous devenez votre jalousie, etc., que vous êtes pris par une émotion, vous faites plus qu'un avec cette émotion, et vous souffrez le martyre. On a beaucoup de mal à prendre de la hauteur par rapport à soi-même. À cause de ça, à cause de cette identification, on suit nos pensées tout simplement. Et donc l'attention va nous permettre de ramener l'attention là où nous sommes. Et je ne parle pas d'instant présent, parce que aujourd'hui c'est devenu un terme tellement extraordinaire. Je dis souvent aux gens, mais à quel moment le présent il commence? Et quand est-ce qu'il finit? En fait, c'est un concept, c'est juste un concept. Le temps, ça n'existe pas. Le passé, si vous regardez votre passé, qu'est-ce qu'il vous en reste? Juste des souvenirs, peut-être qu'ils vous affectent, parce que vous donnez de l'importance à votre passé. Et puis votre avenir, mais il n'existe pas encore, puisque ça va dépendre, encore une fois, de ce que vous allez faire maintenant. Et puis ce présent, il est très fugace. Et c'est pour ça que les bouddhistes ne parlent pas d'instant présent, mais d'instant de conscience. Vous vivez des moments de conscience. Vous êtes là. Et donc, l'objectif, c'est de ramener l'attention là où vous êtes. Et ça va avoir des effets extrêmement positifs, puisque maintenant, il y a 2000 publications scientifiques, même peut-être encore plus au moment où je vous parle, parce que chaque fois, je dis 2000, mais ça fait quelques temps que je dis ça, mais il y en a certainement encore d'autres qui démontrent le pouvoir de la méditation, la puissance de la méditation, qui ont des effets tout à fait extraordinaires, et notamment au niveau de la santé. Donc, on sait par exemple, si vous pratiquez cette attention, et il y a une façon de le faire, je vous en parlerai après, si vous pratiquez, vous allez voir, on sait que au bout de 3 semaines de cette pratique quotidienne, eh bien, on voit une augmentation des anticorps de 30%, ce qui n'est pas rien. Et puis on voit, quand vous pratiquez, il y a une normalisation
de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat plus calmement, le métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur. Donc tout ça, c'est très bon pour la santé. Et puis, au niveau de l'électroencéphalographie, si on vous met un appareil sur la tête, eh bien, vous allez voir, vos ondes cérébrales vont se ralentir. Et ce ralentissement, on passe des ondes bêta à des ondes alpha, et on sait que ce ralentissement de la pensée participe très largement à notre équilibre psychique. Donc tout ça est très positif. Donc on va utiliser différents supports, parce qu'au début, par manque d'entraînement, eh bien, comme j'ai dit, la conscience va partir dans tous les sens, on va se disperser dans les pensées, donc on va utiliser différents supports qui sont tangibles, qui sont là, comme le corps. On va utiliser le corps comme support, on va utiliser le souffle, on va utiliser les pensées elles-mêmes, et puis on va voir, et puis on va approfondir. C'est un programme de 7 semaines, et puis on va terminer. Il y a une pratique extraordinaire qui est excellente, qui permet on découvre cette capacité qu'a la conscience de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace, et ça permet de relativiser aussi les événements, de prendre cette hauteur de vue qui est vraiment indispensable. Et puis, on sait aussi, c'est que ça va clarifier la pensée étant beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, ça permet de mieux ordonner ses pensées, et ça va largement participer à la réalisation de votre objectif, puisque ça va vous aider à y voir un petit peu plus clair en vous. Ça, c'est la première étape, c'est indispensable. Et comme je disais tout à l'heure, alors ça c'est un entraînement, mais c'est un entraînement qui dure toute la vie. Alors, tout de suite, ça y est, j'en ai déjà perdu, je vais m'entraîner toute ma vie. Mais c'est du plaisir, comme je me plais à répéter aux personnes, parce que dans notre culture, on a acquis un truc épouvantable, c'est le travail. Vous savez que le mot travail, c'est à l'origine, c'est un instrument de torture qui a été inventé par les Romains. Et puis on a gardé ça, bon, je vais passer les détails sur l'historique, c'est devenu le tripalium, etc., enfin bon bref, et qui fait que maintenant, on travaille, on besogne. C'est-à-dire que dans notre inconscient, depuis des millénaires, on associe la notion d'effort à contrainte. Et ça, c'est très présent en Occident. Effort égale contrainte. Et c'est pour ça que dès qu'on dit aux personnes, il convient de pratiquer régulièrement tous les jours, ah, mais vous vous rendez compte, parce que pour eux, un effort, c'est contraint. Pourtant, vous regardez un enfant qui joue, il fait un effort, mais il joue, il s'amuse. Donc, et grâce à mes amis tibétains, j'ai découvert ce qu'on appelle l'effort joyeux. Vous pratiquez dans le plaisir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que on obtient bien mieux en pratiquant un effort joyeux. On tient beaucoup plus longtemps dans l'effort, parce que c'est plaisant. Et si on apprenait ça à nos enfants à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait à l'école? On les stresse déjà. Ah, t'as pas fait tes devoirs, faut que... Voilà. Et puis, on leur colle des notes, etc. Si on leur apprenait dans le plaisir, mais on aurait des enfants joyeux, et des enfants qui auraient envie d'apprendre, parce qu'ils seraient heureux de découvrir tout ça. Mais comme on n'a pas appris à nos professeurs à être ludiques, donc c'est très difficile, et on est toujours dans la contrainte. Et vous regardez, tout le monde, on est un peuple qui se prend très au sérieux quand même. Mais ça, c'est bon, c'est dû à notre orgueil. On est un peuple très orgueilleux, très arrogant, très sûr de lui, etc. Mais non, et puis on veut rien apprendre. Donc, mais si on découvrait cette capacité à se faire plaisir, eh bien, ça change tout. C'est pour ça que je me plais à dire, quand les personnes viennent me voir, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, eh bien, cette démarche, elle est faite pour vous. Et vous allez voir, et comme disait Einstein aussi, l'esprit c'est comme un parachute, ça marche mieux quand c'est ouvert. Et si vous avez l'esprit ouvert, eh bien vous ne cessez d'apprendre. Donc ça c'est vraiment important. Donc vous allez vous accorder du plaisir, vous allez découvrir dans le plaisir. Alors je comprends que certaines personnes qui toute leur vie ont besogné, etc., on leur dit mais attendez, vous pouvez faire tout ça en vous faisant plaisir. C'est vrai qu'on se dit mais j'y crois pas beaucoup, et pourtant ça marche. Et aujourd'hui il y a des écoles qui se créent où on apprend à l'enfant dans le plaisir, dans la joie, et ce sont des enfants qui assimilent beaucoup mieux. Donc si nos gouvernements entendaient ce message, arrêtez d'emmerder nos jeunes et laissez-les vivre leur enfance et découvrir le monde et expérimenter leurs ressources. Mais ça,
C'est pas encore gagné. Donc, surtout en plus, on a interdit l'école à la maison. Donc, on peut même plus apprendre dans la détente, dans le plaisir. Enfin bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas faire de politique ici. Ensuite, deuxième étape. Je parlais tout à l'heure, l'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, nos aspirations, notre objectif qu'on veut réaliser, qu'on veut atteindre, et en même temps, il y a ce moteur qui tire en arrière, on a l'impression de tirer par la manche. C'est d'imaginer la scène. Quelqu'un qui monte sur le plongeoir, 10 mètres. Il arrive sur le bord du plongeoir. Il est sur le point de sauter, mais il prend peur à la dernière minute, et il va sauter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le plat-ventre. Deux forces se posent, donc ça marche pas. Et alors que la personne, elle a confiance, elle y va. Elle se fait confiance, elle a un peu peur, mais elle se laisse pas impressionner et il y va. Elle se laisse pas retenir par la manche. Eh bien, on est dans cette situation. C'est pour ça que souvent ça ne marche pas. On dit, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai entrepris tout ce qu'il fallait, j'ai rencontré, mais il n'y a rien qui marche. Mais parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous ne dites pas un grand oui à votre aspiration. Et donc, vous êtes retenu par la manche. Donc, deuxième niveau, eh bien, on va s'occuper de tous ces obstacles, de façon à trouver cette harmonie. Dans ce deuxième niveau, on va trouver par exemple un exercice, tout premier exercice, c'est le rapport que vous avez avec vos émotions. Ça nous arrive tous d'avoir des sauts d'humeur, de se laisser emporter, etc. Et qu'est-ce qu'on fait après? On s'en veut, on se mésestime, on va se dire bon, je me suis conduit comme un imbécile, c'était pas très juste. Alors c'est possible que ce soit pas très juste, mais en tout cas on va appliquer une espèce d'auto-jugement qui ne va pas nous aider. Essayez d'imaginer la scène suivante. Vous voyez votre enfant qui est en train de jouer, je sais pas, qui est en train de monter un puzzle, par exemple. Et puis, il n'y arrive pas bien, ça l'énerve, il jette ses trucs au fond, et vous le voyez, votre distance d'adulte. Quand vous voyez ça, vous souriez, vous voyez ce petit bout de chou qui est en train de s'énerver. Parce que si vous vous énervez avec lui, là, c'est pas bon. Et donc, vous allez vers lui en disant, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et puis, vous allez lui donner un coup de main, vous allez l'aider. Mais pendant un moment, qu'est-ce que vous avez eu? Vous aviez cette distance par rapport à l'émotion de l'enfant, qui vous permet de considérer avec bienveillance. Et vous avez un sourire intérieur. Eh bien, vous allez faire la même chose dans cet exercice avec vous. C'est très, très bel exercice. Quand vous avez laissé emporter, alors on se dit, ouais, mais bon, je suis plus aussi innocent que l'enfant, mais c'est vrai, mais vous souffrez quand même. Donc, ça va vous aider à poser ce regard bienveillant sur vous-même. Il ne s'agit pas de tout pardonner. Bien sûr, des fois, on commet des choses épouvantables, on est complètement à côté de la plaque, etc. Mais ça ne sert à rien de se faire du tort, ça ne résout pas le problème. Et ça, c'est la première étape. Ensuite, la culpabilité. Alors ça, c'est un poison épouvantable. On est dans une culture, on traîne ça, parce que j'entends des personnes, ouais, mes parents m'ont culpabilisé. Mais non, on va culpabiliser. Vos parents vous ont transmis ce qu'on leur a transmis et qu'on nous transmet depuis des millénaires. C'est ancré dans l'inconscient collectif, cette satanée culpabilité. Vous savez qu'en tibétain, ça ne se traduit pas, culpabilité. Parce qu'il n'y a pas de mot pour ça. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Et se ronger de remords, se faire du mal, la culpabilité, c'est un véritable poison. Ça vous rend perfectionniste, angoissé, ça crée de l'anxiété, ça nous rend intolérants en plus, parce qu'on juge, on s'auto-juge, on juge les autres, etc. Et puis, contrairement à ce que disait une personne un jour, mais si vous ôtez la culpabilité chez les gens, ils vont plus être responsables. Mais c'est tout l'inverse. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme vous vous sentez coupable, on a du mal de reconnaître ses erreurs. Donc ça ne nous responsabilise pas. Parce qu'on se juge. Et quand on se juge, et comme on ne veut pas se sentir une mauvaise personne, eh bien, on a tendance à mettre de côté nos erreurs. Alors que quelqu'un qui est libre de la culpabilité est tout à fait à l'aise pour reconnaître, bon, j'ai pas eu un comportement très heureux, c'est pas très approprié, et il est capable d'être désolé, de manifester du regret, sans se faire souffrir pour autant. Et il va réparer s'il peut réparer, enfin bon, bref, voilà. Alors que dans la culpabilité, ça peut même aller au point qu'on va en vouloir à la personne qu'on a fait souffrir parce que elle souffre, elle a une réaction. Et vous avez certainement déjà dû voir ce genre de situation. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un vrai poison, c'est un énorme obstacle dont vous devez pouvoir vous débarrasser. Un autre aspect qui est très important, c'est d'apprendre à vous accepter. S'accepter, c'est pas juste s'accepter, bah voilà, je suis comme ça, puis j'y peux rien, ça n'a rien à voir du tout. Ça, c'est pas sympa pour les autres, parce qu'ils sont pas obligés de subir vos travers. C'est être capable de poser un regard d'abord bienveillant à l'égard de ce que vous considérez comme des défauts.
Par exemple, vous dites c'est pas bien de se mettre en colère, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que derrière la colère se cache souvent de la peur ou de la tristesse. Et c'est un bouclier qu'on met, on se l'est juste impressionné. Alors que si vous savez être attentif, la personne peut-être qu'elle va manifester de la colère, même pour vous-même d'ailleurs. Si vous avez de la colère, essayez de sonder, d'aller voir au-delà de ce qui se passe réellement, et vous allez voir que, eh bien, vous masquez sans doute, peut-être très maladroitement d'ailleurs, de la peur ou de la colère. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, souvent, mais en plus, c'est que la colère, c'est souvent l'apanage des orgueilleux. Les orgueilleux ont beaucoup de mal à reconnaître qu'effectivement, c'est peut-être le pire obstacle parce qu'il masque tous les autres et il nous empêche d'être tout à fait honnête avec nous-mêmes. Donc ça, c'est très important. Ensuite, donc le regard que vous allez poser sur votre négativité a une incidence très importante. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est de mettre de la conscience sur vos qualités, parce que vous en avez, parce qu'elles sont inhérentes à votre nature. C'est pas que vous n'en avez pas, ou simplement, justement, elles sont trop masquées par votre négativité, et vous n'avez pas conscience de vos qualités, de vos véritables qualités, de vos potentiels. Et là, on va amener de la conscience, d'où l'intérêt de la stabiliser dans le premier niveau, d'où l'intérêt de stabiliser et de pouvoir poser ce regard sur soi-même, de mettre en évidence ces qualités que vous possédez. Et ça va vous donner de l'estime de soi. Et l'estime est indispensable dans la réalisation de vos aspirations. Très important. Ensuite, eh bien, on va vous montrer, alors ça, juste, on est complètement dans le registre de la réalisation de l'objectif, on va vous montrer toutes les étapes indispensables vers la réalisation d'un objectif. La reconnaissance de l'objectif, l'acceptation de l'objectif, la déculpabilisation par rapport à l'objectif. On va vous montrer comment le faire exister en vous-même, que vous deveniez finalement cette aspiration. Et puis l'autre aspect, la confiance que vous devez avoir en vous dans ce genre de réalisation, et on va en parler un petit peu plus tard parce que c'est quelque chose aussi de vraiment indispensable. Et vous allez voir d'autres outils aussi comme la visualisation, l'imagerie mentale, la suggestion, qui sont des pratiques extraordinairement puissantes pour vous aider à stimuler vos capacités, à les mettre en lumière aussi. Et puis, la motivation. La motivation, c'est un aspect qui est fondamental dans la réalisation d'un objectif. Essayez d'imaginer un navire. Le gouvernail, ça serait la volonté. La voilure ou le moteur, eh bien, c'est votre motivation. Souvent on dit qu'il faut beaucoup de volonté pour réussir, c'est faux. La volonté, c'est comme le gouvernail, c'est ce qui place la direction. Vous savez ce que vous voulez, ça c'est la volonté. Maintenant, il s'agit d'avancer, et ça, c'est la motivation. Qu'est-ce qu'il a fait la différence entre quelqu'un de profondément motivé et quelqu'un qui manque de motivation? Eh bien, celui qui est profondément motivé ne se trouve aucune excuse pour avancer. La personne qui manque de motivation, eh bien, va se trouver toujours des excuses. Ouais, mais il y a ci, oui, il y a ça. Et vous savez, le fameux oui, mais qu'on est tout le temps en train de sortir. Et les gens arrivent à rationaliser, vraiment se dire, à justifier effectivement tous leurs obstacles. La motivation, essayez d'imaginer, vous avez un moteur faible, vous êtes dans une pente, vous allez peiner, c'est très très difficile, et peut-être même que vous allez faire du reculon. Quelqu'un qui a un moteur puissant, il avance. Et quelqu'un qui a un moteur puissant, c'est-à-dire qui a une motivation forte, il est capable de faire fi des obstacles qui se dressent sur sa route, il est même capable de les transformer en opportunité, en chance. J'aime pas le mot opportunité, mais plutôt en chance, dans la chance de se réaliser. C'est toujours une source d'apprentissage et de réalisation. Donc cette motivation, elle est vraiment indispensable. Un autre aspect, tout aussi indispensable, la confiance en soi. Comme disait Shimada Rinpoche à une de mes amies, il disait, si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Donc si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Comment est-ce que les portes peuvent s'ouvrir pour vous parce que vous ne croyez pas en vous? Ça me rappelle une histoire une de mes amies qui était venue me voir, qui était psychologue, et elle briquait un poste de responsabilité. Ça faisait 1 an que ça durait, et ses supérieurs lui refusaient. Et elle est venue me voir complètement désespérée, elle me disait, je comprends pas, j'arrive pas à avoir ce poste et tout. Et je lui réponds, mais c'est normal. Et surtout, bon, c'est un petit peu fâché. Elle m'a dit, mais t'es avec eux? Je lui dis, mais non, mais c'est comme... je lui dis Christelle, parce qu'elle s'appelle Christelle. Je lui dis Christelle, c'est comme si tu te promenais avec un panneau au-dessus de ta tête, sur lequel c'est marqué, surtout, ne me faites pas confiance, parce que moi-même, je ne me fais pas confiance. Je suis la première personne à ne pas m'accorder cette confiance. Je lui dis, si tu ne t'accordes pas cette confiance, comment tu veux que les autres te l'accordent?
Ils vont pas t'accorder quelque chose que toi, tu ne t'accordes pas à toi-même. Donc, c'est indispensable. Et si vous manquez de confiance en vous, comment est-ce que vous allez faire pour réaliser vos projets si vous ne croyez pas dans votre capacité à le réaliser, à l'atteindre? Donc, vous voyez que c'est important pour réaliser vos aspirations. Si vous ne croyez pas en vous, dans votre capacité à avoir une relation harmonieuse avec l'autre, ça va être très difficile. Vous êtes plutôt dans une relation dépendante, vous aurez besoin de l'autre, de vous faire porter par l'autre, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, et que l'autre, il est là finalement pour vous rassurer, et non pas pour construire quelque chose avec vous. Et c'est vrai sur le plan social. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, on va voir une pratique qui va vous aider à aller encore plus dans le sens de la déculpabilisation, parce que vous allez apprendre à légitimer votre aspiration, légitimer votre aspiration au bonheur aussi. Et puis on termine sur une initiation à la nature de l'esprit. Et là, on va découvrir, ça c'est quelque chose de fondamental, et on va glisser vers le 3e niveau, de réaliser ce que nous sommes. Pour vous donner l'image, essayez d'imaginer que vos pensées, vos émotions, c'est-à-dire tout ce qui constitue ce que vous croyez être, le fameux moi auquel vous attachez tant d'importance, l'image que vous avez de vous, c'est comme les nuages. Et le bleu du ciel, eh bien, c'est votre vraie nature. Nous, on pense que notre identité se trouve dans les nuages, dans les pensées, dans les émotions, etc. On leur donne énormément d'importance. Et c'est pour ça qu'on est une culture qui est très émotionnelle. Les gens sont très émotionnels. Il y a de plus en plus d'hypersensibles d'ailleurs, et regardez nos films, comme ils sont très émotionnels, très chargés émotionnellement. Et on pense que c'est ça, que c'est nous. C'est parfois, il y a des personnes même qui disent « je suis une nature angoissée ». C'est pas une nature angoissée, c'est acquis. Je suis colérique. Vous n'êtes pas colérique. C'est une manifestation de votre esprit. Et on peut se poser la question fondamentale, c'est justement cette question très importante du fameux « qui suis-je » ? Qui suis-je réellement ? Quelle est ma vraie nature ? Et c'est un aspect qu'on n'aborde quasiment pas dans notre culture. Même dans le développement personnel, on l'effleure à peine. Et là, il s'agit de creuser la question, parce que c'est là que sont tous nos potentiels. Et c'est là que notre vie va prendre tout son sens. Tout ce qu'on va entreprendre dans notre existence va avoir un vrai sens, parce qu'il va aller dans le sens de cette réalisation de ce que nous sommes. Et je vais essayer, on va faire un petit exercice. Prenez une pensée. Une pensée s'élève à l'esprit, et vous pouvez voir que vos pensées, elles ne restent pas dans le champ de conscience. Au bout d'un certain temps, elles changent pour faire place à une autre pensée. Vous pouvez voir toutes sortes de pensées qui vont passer parfois très vite. Il y en a, ils pensent comme des mitraillettes d'ailleurs. C'est des gens hyperactifs, agités. Et dans notre culture, on est quand même des agités de la cafetière, faut reconnaître. Mais vous voyez bien, si vous êtes conscient de cette pensée, c'est que cette pensée, elle apparaît, et puis elle s'en va, elle disparaît, mais qu'un petit peu de vous ne disparaît pas avec cette pensée. Vous êtes là, en arrière-plan, conscient de la pensée qui s'élève et qui s'en va. Qui est conscient de la pensée ? Qui est conscient des sensations du corps ? Qui fait l'expérience ? Et là, on touche à quelque chose. Et là, on va voir, vous allez voir, c'est un cours magistral qui est absolument magnifique. Vous allez découvrir la vraie nature de vos pensées. Parce que ça, c'est indispensable. Si vous voulez vraiment vous libérer de l'emprise de vos pensées, de vos émotions, parce que ça, c'est aussi indispensable pour aller vers la réalisation de ces aspirations, eh bien, vous allez voir, il s'agit d'examiner, de percevoir, grâce à la puissance de la méditation, percevoir la vraie nature de ces pensées. Et ça va changer complètement votre regard sur vous-même. Et puis aussi, les clés par lesquelles vous pouvez passer pour accéder à votre vraie nature. Et entre autres, vos qualités humaines sont une voie de passage, l'amour, la compassion, la bienveillance. Et vous verrez que ce sont des portes qui vont ouvrir très large sur votre vraie nature, sur votre potentiel. Et puis, on vous montre un accès direct. Enfin bon, bref, c'est un cours très très riche dans lequel vous allez voir des connaissances qu'on trouve très peu dans d'autres démarches, parce que les démarches de développement personnel restent au niveau des nuages, si vous avez bien compris. Là, on va beaucoup plus loin. Donc voilà, et ça, ce sont des clés absolument extraordinaires que vous pourrez utiliser
tout le temps, toute votre vie, qui vont vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ça ne se limitera pas seulement à la réalisation de vos aspirations, mais ça vous aidera à vous libérer, à vous défaire de vos obstacles, à identifier plus clairement les causes de votre souffrance, et de vous en défaire et d'actualiser les causes, les vraies causes du bonheur. Donc voilà. Alors je reviendrai dessus pour vous dire, vous expliquer en détail comment ça se passe. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Et je vois qu'elles arrivent. Est-ce que c'est long d'éveiller l'attention ? La question, c'est pas de savoir si c'est long, la question, c'est de savoir est-ce que vous voulez le faire. Et comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de la maison que vous voulez réaliser, tant que vous ne posez pas une pierre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, bien, et ça varie complètement d'une personne à l'autre, ça dépend de son implication, ça dépend, donc je suis incapable de répondre, et c'est quelque chose qu'on entraîne toute sa vie. Ça vous aide vraiment à être là. On peut dire que vous allez sentir des effets des premiers jours, des premières semaines, mais au début, ça reste vacillant, ça reste fragile, hein, rien va perturber cette attention, mais après, plus vous avez de pratique, plus ça devient stable. Mais tant que vous ne faites rien, eh bien, ça peut pas s'arranger. S'accepter, c'est aussi avoir confiance en soi. Ça y participe, oui, bien sûr. Pendant des décennies, je me suis aimé à travers le regard des autres et j'en ai pris conscience depuis ces dernières années sans trop savoir comment faire autrement. Alors, il y a un point d'interrogation, mais c'est quoi la question ? C'est pas vraiment une question. Ben, en fait, c'est tout le problème de la plupart des gens, c'est que nous sommes très dépendants du regard des autres, de l'approbation, de la désapprobation des autres. Parce qu'on est incapable de s'apprécier soi-même, de reconnaître notre propre valeur. Et c'est pour ça que quand les personnes viennent me voir, je leur dis, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, parce que si vous êtes capable de vous accorder ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes par jour, ou au lieu de vous préoccuper de vous, parce que c'est pas la même chose, s'occuper de soi et se préoccuper de soi, c'est pas la même chose. Là, vous allez vous occuper de vous. C'est-à-dire, cette conscience qui était plutôt tournée vers l'extérieur, là, on la tourne vers l'intérieur de soi-même. Ça veut dire qu'on se prend enfin en considération. On s'occupe sainement de soi. Et comme disait Pema Chodron, la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. Vous allez créer un lien d'amitié avec vous-même et qui va se répercuter dans toutes vos relations. Parce que si vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec les autres. Et souvent, on a besoin des autres pour se sentir bien. Mais il faudrait commencer par être bien avec soi pour pouvoir créer une relation qui est fondée sur cette bienveillance. Et à partir de là, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc, effectivement, on dépend beaucoup. J'ai eu des diplômes et une vie professionnelle formidable, mais pas au niveau de ma vie amoureuse. Pourquoi mes réactions étaient différentes ? Effectivement, vous êtes un petit peu comme ce sportif qui a développé une partie de son corps, mais qui a créé un déséquilibre. La vie, c'est un équilibre. Et la vie amoureuse, vous êtes très très investi au niveau professionnel, et vous êtes devenu un professionnel, vous êtes devenu un expert dans votre domaine, mais vous n'êtes pas un expert dans la vie amoureuse. Et vous devriez appliquer les mêmes recettes, et de vous impliquer, de comprendre. Alors, on touche un domaine, parce que là, c'est pas technique. Le domaine professionnel, souvent, ça peut être, entre guillemets, très technique. Mais là, on touche à la nature humaine, on touche à ce qu'il y a de plus profond, aux affects, et découvrir l'autre. Parce que, oui, on est dans nos relations, surtout en Occident, elles sont fondées sur l'attente. C'est-à-dire, on attend que l'autre soit la source de notre bonheur. Mais même s'il le voulait, il ne peut pas être la source de notre bonheur. Nous seuls pouvons être la source de notre bonheur. Et qu'est-ce que dans une relation, on est co-créateur de la relation. Ça veut dire que, et c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est pas ce que vous allez obtenir de l'autre qui est important, et c'est pas ce que vous allez obtenir de la relation qui est important, c'est ce que vous mettez ensemble dans la relation. Parce que vous allez nourrir la relation. Vous allez faire exister ensemble. C'est un peu comme des partenaires qui créent une entreprise. Si chacun pique dans la caisse, il se sert, ou il attend que l'autre fasse tout le travail, ça va pas marcher, ça va créer un déséquilibre. Dans l'entreprise, pour qu'elle marche, c'est ce que chacun va mettre dans l'entreprise.
son intelligence, ses efforts, sa créativité, etc., qui va faire que l'entreprise va être florissante et les deux vont être bénéficiaires. Mais dans la relation amoureuse, c'est pareil. C'est que en prenant soin de la relation, eh bien, on est tous les deux bénéficiaires. Alors que si on se contente d'attendre, alors qu'on met rien. C'est pour ça, c'est comme dans notre société. Les gens disent, se plaignent qu'il n'y a pas d'amour dans notre culture, mais c'est normal, personne n'en met. Donc comment vous voulez qu'il y ait de l'amour si personne n'en met? Donc prenez soin. D'abord, plus vous allez apprendre à vous connaître, eh bien plus ce sera aisé. C'est fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, et vous connaîtrez d'autant mieux les autres que vous vous connaissez vous-même, et donc ça permet d'établir de meilleures relations avec les autres. Comment se pardonner? Eh bien, pardonnez-vous. Qu'est-ce que vous avez fait de si grave? Et demandez-vous qu'est-ce que ça va vous apporter de ne pas vous pardonner, de rester dans quelque chose de sombre, de négatif, de difficile. Alors, je dirais, à la limite, mais commencez à vous occuper de vous. Parce que, encore une fois, c'est en commençant à reconnaître sa valeur qu'on peut arriver à se pardonner, parce que vous ferez la distinction entre ce que vous êtes et vos actes. Ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est pas les gens, ce sont leurs actes, ce sont leurs comportements. Mais nous, comme on identifie le comportement et on ne fait pas la distinction entre la personne et son comportement, forcément, eh bien, on déteste les autres. J'ai eu des diplômes, bah ça j'ai déjà eu. Alors, comment se sentir légitime? Il me faudra un petit peu plus de précision, mais vous êtes légitime dans la mesure où vous êtes un être humain, vous êtes une vie, vous incarnez une vie, et vous êtes légitime parce que votre bonheur va participer au bonheur des autres. Donc s'interdire le bonheur, c'est l'interdire aux autres, et ça n'a pas de sens parce que ça rend personne heureux. À force de vouloir faire plaisir aux autres, car c'est un objectif d'atteindre le bonheur, doit-on pour autant s'oublier et éviter la souffrance de la déception liée à l'absence de reconnaissance? Alors il y a plein de choses là-dedans dans cette question, mais c'est exactement, c'est ce que je vous dis depuis le départ, prenez soin de vous. J'arrête pas de le dire parce que je vois tellement, d'ailleurs dans mes stages, je vois tellement de thérapeutes qui se sont complètement oubliés et qui sont en dépression parce que ils ont voulu aider le monde, mais j'en dis c'est bien d'aider le monde, mais c'est comme, vous savez, l'histoire du bon samaritain. Bon samaritain, il y a un bon samaritain, il se promène dans la rue, et puis à ce moment-là, il y a une personne au 5e étage qui veut se suicider. Et puis le bon samaritain, bah, c'est un bon samaritain. Et il se met sous l'immeuble, et puis la personne se jette depuis sa fenêtre, depuis son balcon, et puis le bon samaritain arrive à la rattraper. Sauf que le bon samaritain, lui, il est écrasé, il est mort, et celui qui voulait mourir, mais il est toujours vivant. Et donc c'est une façon de dire, c'est peut-être pas la meilleure façon d'aider les autres. Et la meilleure façon d'aider les autres, c'est de les rendre autonomes. De leur apprendre à voler de leurs propres ailes, et vous devez faire la même chose aussi. Donc se perdre dans les autres, c'est pas la solution, puisque la preuve, vous le dites vous-même, ça crée plus de souffrance que de bonheur. Donc il est temps pour vous de commencer à prendre soin de vous. Pourquoi parfois, même en voulant avancer, on persiste? Les freins de tout ordre sont nombreuses. Est-ce des épreuves ou un chemin? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'en parle. Alors peut-être que vous venez d'arriver ou vous n'avez pas vu le début de la conférence, mais ces obstacles, ce sont des choses qui sont en vous, dont vous devez vous défaire, et il y a des moyens pour ça, pour s'en défaire. Pourquoi faut-il toujours souffrir pour un jour peut-être rebondir? Vous voyez, il y a un mot de trop. Faut-il? C'est pas une obligation de souffrir. La souffrance, c'est une conséquence. On n'est pas là pour souffrir. Il s'agit de comprendre comment se crée la souffrance pour pouvoir s'en libérer. Mais tant qu'on jette pas un œil là-dessus, on ne peut pas s'en défaire. Personne ne dit qu'il faut souffrir, c'est pas, mais ça arrive quand la souffrance elle est là. Bien, la question c'est de savoir qu'est-ce que on fait. C'est Aldous Huxley d'ailleurs qui le disait très bien. Il disait l'expérience, c'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Oui, mais vous voyez, vous parlez d'être rabaissé en permanence. Mais pourquoi est-ce que les autres arrivent à vous rabaisser? Parce que vous manquez d'estime de vous-même.
J'avais une amie psychologue qui disait en fait, si les autres vous traitent comme un paillasson, c'est parce que vous vous comportez comme un paillasson. Donc arrêtez de vous comporter comme un paillasson et arrêtez de vous voir comme un paillasson. Et reconnaissez votre vraie valeur. Et à partir de là, les gens, ils ne peuvent plus vous rabaisser. C'est comme l'histoire du bourreau et de la victime. Pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Tant que vous êtes victime, eh bien, le bourreau, il a du boulot. Mais le jour où vous arrêtez d'être une victime et de commencer à avoir conscience de votre valeur, eh bien, le bourreau, il est au chômage. Et puis, il va aller emmerder une autre personne. Je fais le yo-yo émotion car je n'ai aucune nouvelle de mes enfants suite à une séparation difficile. Est-ce que la méditation peut m'aider? Ça va vous aider à être meilleur pour vous-même, à vous aimer, et donc forcément, ça va avoir des incidences à tous les niveaux. Dû à ma dyslexie, j'ai du mal à m'intégrer, à être à l'aise au travail, cela joue sur ma confiance. Est-ce que la méditation peut jouer sur la façon de s'exprimer? Ben oui, parce que derrière la dyslexie, on sait très bien, il y a un manque de confiance, il y a un manque d'estime de soi, il y a plein de facteurs, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement retrouver et faire que votre dyslexie va considérablement diminuer. Je viens depuis peu de comprendre que toutes les conneries que j'ai pu faire dans ma vie, faire du mal aux autres et me détruire, j'étais à la recherche de l'amour, de la protection, car je vis en permanence dans la peur. Que faire? Eh bien maintenant, vous mettre en route, devenir un peu plus constructif pour vous-même et pour les autres. Et donc c'est pour ça que je vous présente cette démarche. Comment couper avec les souffrances inconscientes dues souvent à la fidélité au clan familial? Mais là, encore une fois, tant que vous ne comprenez pas que vous êtes la source, que votre vie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je citais Kimby qui disait votre vie, c'est le reflet de vos propres pensées. Et les bouddhistes disent votre vie, c'est une émanation de vos pensées. Et donc, on ne s'occupe plus de l'extérieur. Il s'agit de s'occuper de soi. Et de cette réalisation, les choses vont changer à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'essayer de changer. C'est plus, vous allez avoir conscience de qui vous êtes, de votre vraie nature et de votre vraie valeur surtout. Eh bien, tout ça n'a plus lieu d'être. Moi aussi, j'ai voulu m'investir pleinement en amour et j'ai échoué quand j'ai pris conscience des comportements négatifs de l'autre. Partir, était-ce finalement la solution? Peut-être oui, parce que, comme disait, c'était Mathieu Ricard qui disait, quand la somme des souffrances que l'on a à vivre ensemble supplante la somme des plaisirs qu'on a ensemble, il faut arrêter, parce que ça n'a plus de sens, parce qu'on n'est pas là pour se faire souffrir. Et je pense que vous dites j'ai échoué. Non, vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose. Tirez leçon. Rappelez-vous cette phrase de Lucius Clay, l'expérience, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Donc à vous de voir ce que vous allez faire de ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience qui n'est certes pas heureuse, mais qui vous donne l'occasion d'apprendre et de faire autrement. Comment faire un travail spirituel pour évoluer? D'abord, il ne faut pas faire de travail. Et vous n'avez pas évolué. Il ne s'agit pas d'évoluer, il s'agit de réaliser notre vraie nature. C'est comme, comment dire, je reprends l'exemple des nuages qui symboliseraient nos pensées, nos émotions, et le bleu du ciel qui symboliserait notre vraie nature. Il s'agit pour nous de prendre conscience du bleu du ciel, de mettre davantage de conscience sur le bleu du ciel, pour se libérer de l'emprise des nuages. Parce que nous, on prend ça pour notre vraie nature. Donc on n'a pas à travailler spirituellement. On a juste à... Et c'est toute la démarche qui va nous aider à prendre un peu plus conscience de notre vraie nature. Et pour ça, il y a des pratiques qui vont nous y aider à amener cette conscience davantage sur notre vraie nature pour pouvoir nous défaire de l'emprise des pensées et des émotions. Et les pistes, c'est la démarche dont je parle depuis le début de cette conférence. Donc si vous êtes venu après, je vous recommande de regarder le replay. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les questions. Et je vais vous parler si... Ah, il y en a encore. Comment faire? Alors, comment lâcher la suradaptation et l'envie de faire plaisir aux autres pour se centrer sur soi? Je vous ai donné toutes les clés depuis le début, 31 clés que vous pouvez mettre en application. Alors je reviens sur ce que je disais au départ. On disait, aujourd'hui quand on propose quelque chose aux gens, quel que soit le domaine,
c'est seulement 3% des gens qui vont appliquer. Et je me dis, mais c'est terrible parce que, personnellement, ça m'attriste parce que je me dis, il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à prendre leur vie en main et à faire en sorte que ça change. Je peux vous assurer, nous, on a des témoignages aujourd'hui de gens qui mettent en application la démarche. Et leur vie est complètement transformée parce que ça leur offre de nombreux autres angles de vue que la seule qu'ils ont actuellement. Et comme disait Dalai Lama, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a une mauvaise lecture de la carte du ciel. C'est de comment vous regardez, comment vous lisez votre histoire, votre expérience, comment vous quel regard vous posez sur vous. Et il n'y en a pas qu'un, et toujours pour ne citer que Dalai Lama, lors d'une conférence, il avait pris un œuf qui était posé devant lui, il avait dit, vous voyez, si je mets l'œuf tout près du visage, je ne vois que l'œuf. Mais si je mets l'œuf au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et dans tout le reste, il y a la situation, la vue d'ensemble de la situation, mais il y a aussi tous vos potentiels, toutes vos ressources, les ressources que vous avez à votre disposition, et vous n'en êtes pas démunis, tout le monde, parce que c'est inhérent à votre nature. Et ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment envie de prendre leur vie en main, qui ont envie de faire quelque chose pour eux-mêmes. Vous avez une démarche réellement aboutie. Aujourd'hui, vous allez le voir, puisque à la fin, si vous restez jusqu'au bout, d'abord, vous pourrez essayer la démarche avant de vous décider, mais en plus, vous allez voir un psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux français, qui a suivi la démarche, qui est même venu en stage, le docteur Cyril Azif Thomas, et qui va vous parler de cette démarche, parce qu'il la suit et qui en a reconnu la valeur. Donc vous avez affaire à quelque chose de sérieux, parce que ce sont des personnes qu'on ne peut pas manipuler, ce sont des gens qui ont un sens critique assez poussé. On a même un scientifique du CNRS qui est assez critique d'ailleurs, et qui suit la démarche, depuis plusieurs années, et qui vient nous revoir régulièrement en stage, qui apprécie beaucoup la rigueur avec laquelle sont menés ces cours. Vous avez un cours précieux qui va être un ami pour vous et qui va vous accompagner toute votre vie. Et quand je parle de mise en application, comme je le disais tout à l'heure, vous n'allez pas transpirer pour le faire, vous allez pratiquer dans le plaisir. Je le répète, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder par jour, eh bien cette démarche, elle est faite pour vous. Alors j'entends sans arrêt ce sempiternel plainte, oui mais j'ai pas le temps. On sait aujourd'hui, notamment en France, les gens passent 5 heures devant l'écran, ordinateur et télévision comprises. 5 heures. Eh bien, sur ces 5 heures, vous prenez un quart d'heure pour vous faire plaisir. C'est une excuse de temps. C'est une question d'organisation. Vous prenez un espace. J'avais une mère de famille, seule, je ne sais plus combien elle avait de gosses, elle devait s'occuper. Elle est venue, elle a suivi les cours avec moi. C'est à l'époque que j'étais en cabinet. Et bien elle m'a dit, je me suis organisé, je me suis débrouillé, j'ai prévenu mes enfants, on s'est entendu, et j'aurais dit, je prends du temps pour moi tous les jours, pendant un quart d'heure, et vous me laissez tranquille. Et c'est une femme qui a complètement changé. Même ses enfants lui disaient. Ses enfants, son rapport avec ses enfants avait complètement changé. Elle avait un rapport beaucoup plus harmonieux. Et ses enfants l'adoraient d'ailleurs, même à tel point que parfois il la taquinait. Quand elle était un peu énervée, il disait, écoute maman, tu devrais aller méditer. Et c'est fantastique. Comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et il me disait, mais ils me servent de rappel. Parce que je vois bien que, bon, je suis plus comme eux, et je me remets à la pratique. Et à chaque fois, ça me fait du bien. Et là, vous avez une pratique, vous avez une démarche qui sera là à votre disposition jusqu'à la fin de vos jours. Tout le temps, elle sera là pour vous accompagner. Parce que c'est quelque chose qu'on approfondit sans arrêt. Et chaque fois, on découvre encore de nouvelles choses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. C'est quelque chose dans lequel avec lequel on avance tout le temps. Donc voilà. Donc c'est une démarche qui se déroule sur 31 clés, une clé par semaine que vous recevez. Entre chaque semaine qui sépare les cours, eh bien vous pratiquez la démarche, vous pratiquez l'exercice qui vous est donné pour approfondir. La semaine suivante, on va un petit peu plus loin, et chaque fois un petit peu plus loin, chaque fois un petit peu plus loin, et comme ça vous progressez. Et à chaque semaine, vous recevez une leçon. Dans la leçon, vous recevez une présentation écrite, une ou plusieurs présentations écrites, une ou plusieurs présentations audio et l'exercice audio. La pratique a été faite de manière à ce que
d'abord, les cours suivants ne se déclenchent qu'au bout d'une semaine. C'est le temps moyen qu'on se donne à peu près pour pratiquer, mais si vous sentez que vous avez besoin de plus, vous pouvez le faire. Et en plus, on est même allé plus loin, on a fait en sorte, parce que les gens qui avaient tendance à tricher un petit peu, vous ne pouvez pas écouter l'audio suivant tant que vous n'avez pas écouté le précédent. Donc il faut que vous alliez au bout, comme ça on est sûr que vous avez écouté ce qu'il fallait. L'autre recommandation, évidemment, c'est de l'écouter à un moment où vous êtes tranquille, ne faites pas autre chose en même temps, du tricot ou je sais pas quoi, soyez vraiment tout entier dans ce que vous faites. Et là, vous verrez, vous en tirez de très grands bénéfices. Donc une leçon par semaine, et de semaine en semaine, vous avancez, et surtout, et ça c'est très important, vous n'êtes pas seul. Vous avez toute une équipe qui va vous accompagner. Moi, en l'occurrence, Loïc est derrière la caméra, Nathalie, Fabienne, enfin plein d'autres, il y a même des bénévoles qui vous aident. Vous ne serez pas seul. On a même créé un groupe de soutien. Il y a une communauté de 6000 personnes aujourd'hui. Et c'est extraordinaire ce qui se passe sur ce groupe parce que d'abord, vous allez voir des témoignages de gens qui ont suivi la méthode déjà depuis très longtemps et qui en parlent, qui parlent de leur transformation, de leur réalisation. Et plein de gens nous disent, mais ça me soutient, ça m'aide, parce que parfois, si vous avez un peu de mal, vous peinez à avancer dans les démarches, et ben ça vous redonne du courage, ça vous avance et vous vous sentez plus seul. Et l'autre aspect, c'est que toute l'équipe intervient sur ce groupe, on répond à vos questions, on vous aide, on est là pour vous aider. Je crée régulièrement des posts sur des thèmes particuliers, et puis vous avez pléthore de vidéos aussi complémentaires assez courts pour vous aider. Donc voilà, donc vous n'êtes pas seul. Ensuite, vous allez, ces cours, vous allez les avoir, par exemple, imaginons, vous voulez commencer ce soir, mais vous pouvez commencer tout de suite ce soir, une fois que vous avez payé votre cours, eh bien, ça va se retrouver sur votre espace personnel et vous pourrez y accéder. Vous avez une plateforme qui est vraiment très très bien faite, sur laquelle vous allez retrouver vos cours. Et cerise sur le gâteau, on vous fait un cadeau, on vous offre une application. Donc on va la mettre, c'est une appli, on investit dedans, et elle est gratuite, vous n'avez rien à payer, contrairement aux autres applis. Et vous voyez, regardez tout de suite la troisième colonne, vous avez présentation écrite, présentation audio, exercice audio, vous avez tout ça sur votre appli. Et en plus, cerise sur le gâteau, sur cette application, vous avez plein de gratuits pour compléter les cours. Vous avez les balades de Bruno, vous avez les méditations collectives, vous avez les extraits de stage aussi qui vous sont donnés, vous avez le mot du jour, enfin vous avez plein de choses comme ça qui sont là, c'est du gratuit. On fait 60% de notre activité, elle est gratuite. Il y a juste les cours et les stages que vous payez. Donc voilà, on peut retirer l'application. D'ailleurs, petite information aussi qui est très importante, je vais vous parler du prix maintenant. Tout ce que nous proposons, c'est-à-dire les stages et les cours, l'argent qu'on récolte par ces stages nous aide dans nos activités parce qu'on a une association humanitaire qui s'appelle Planète Altruiste, qui va bientôt changer de nom, qui s'appelle Planète Altruiste, que j'ai créé en 2017, et ça nous permet de financer des projets humanitaires grâce à l'argent que l'on récolte. C'est pour ça que notre but, c'est pas un but commercial, c'est pas un but, non, on est là, notre objectif principal, c'est de propager ces connaissances pour que tout le monde puisse prendre sa vie en main, prendre son envol, réaliser ses aspirations, et puis surtout être plus heureux dans l'existence, parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc ça, c'est notre objectif principal, et c'est pour ça que vous allez voir que les tarifs sont tout à fait accessibles. Si vous deviez faire une formation à peu près de ce type, 31 clés, c'est-à-dire que c'est 9 mois de formation. Alors j'entends tout de suite des personnes, 9 mois, mais c'est long. Pas du tout, au contraire, parce que les personnes, quand elles arrivent, le nombre de personnes qui nous disent, qui sont arrivées au bout du 3e niveau, au bout des 9 mois, ils disent, mais c'est déjà fini, et ils s'y remettent, et ils recommencent, parce que c'est que du plaisir, c'est un vrai bonheur. Vous verrez, si vous vous prenez de passion pour cette démarche, mais votre vie va complètement changer. Et ça, c'est vraiment cadeau, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Et donc, si vous deviez suivre une formation comme ça de 9 mois, aujourd'hui, c'est dans les 2-3 000 euros à peu près la formation, mais je vous rassure, on va pas vous demander ça. D'ailleurs, si vous êtes allé voir, si vous êtes allé voir un professionnel, par exemple, je sais pas, un relaxologue, un sophrologue, ou peu importe, ou un coach, vous savez qu'une séance, en général, c'est entre 40 et 150 euros, parfois même 200 euros pour certains. Ben imaginez, vous multipliez ça par 31 séances, c'est un coût assez considérable que tout le monde ne peut pas s'offrir.
Voilà le tarif qu'on va vous demander. Mais on a juste une petite condition. Parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde. Comme je l'ai dit, notre objectif, c'est pas l'enrichissement personnel. On ne veut pas prendre trop de monde. Donc, on va vous offrir ce tarif pendant 24 heures. 24 heures pendant lesquelles vous allez pouvoir essayer la démarche. Retenez votre souffle. Chaque leçon coûte 11,29 € au lieu de 30 €. On affiche et regardez tout ce que vous allez recevoir si vous commandez sous 24 heures. Donc, pendant 24 heures, vous allez pouvoir tester la démarche. Pour ça, vous allez sur coursbruno.fr. Vous verrez, il y a des boutons un peu partout sur la page. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire votre essai. Et en plus, alors non seulement vous allez payer seulement 11,29 € la leçon, c'est-à-dire 349 € pour les 9 mois de formation que vous pouvez payer en 3 ou 4 fois, mais en plus, vous recevez 5 jours de stage en vidéo. Vous voyez, c'est très riche, normalement ça vaut 150 €, eh bien ça vous est offert, c'est cadeau. Vous allez recevoir un atelier vidéo sur la confiance en soi. On va parler de l'importance de la confiance en soi. C'est un atelier que j'ai donné à Paris. Normalement, à Paris, les gens qui sont venus, ils ont payé 300 € pour participer à cet atelier. Il vous est offert. Cadeau, 9 vidéos de 1 heure, plus 2 vidéos bonus de 15 minutes. Et là, vous voyez, c'est super riche. CD du mois, c'est un super complément. Tous les mois, alors c'est pas un CD qu'on vous envoie, c'est en téléchargement. Tous les mois, vous recevez des extraits de stages, d'ateliers, d'ateliers, de séminaires que j'ai donnés et qui vont compléter ces cours, ces 20 minutes, 40 minutes à chaque fois. Donc voilà, tout ça, ça vous est offert. Alors évidemment, vous pouvez le prendre plus tard si vous n'avez pas envie d'attendre 24 heures. À ce moment-là, vous paierez le tarif normal de 31 €. Et là, c'est 11,29 €, donc 349 €, tous les cours, les 31 leçons, et que vous pouvez payer en 3-4 fois si vous le souhaitez. Voilà, on peut retirer l'image. À vous de savoir, si vous avez envie de vous donner les clés, c'est un investissement à vie. Vous ne payez qu'une seule fois, parce que si vous voulez reprendre les cours, contrairement si vous allez voir un coach, vous voulez reprendre les séances, vous êtes obligé de les repayer. Chez nous, vous ne repayez rien. Dans 3 ans, dans 10 ans, vous voulez reprendre la méthode depuis le début, elle est sur votre espace personnel et vous bénéficiez du même accompagnement. Il n'y a rien de changé. On sera toujours là pour vous accompagner, pour vous aider, pour répondre à vos questions. Et puis, surtout, comme je vous l'ai dit, vous allez faire partie d'une super communauté de personnes qui seront là aussi pour vous soutenir. Et c'est magnifique ce qui se passe sur ce groupe de soutien parce que les anciens apportent des réponses avec une sagesse extraordinaire. On sent qu'ils ont vraiment intégré la démarche et puis toute l'équipe qui est là pour vous aider. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus. Maintenant, je vais vous laisser avec Dr Cyril Asif Thomas, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux de France, mais c'est pas le seul titre, il a plein, c'est quelqu'un de relativement haut placé. Et je tiens vraiment à le remercier pour ce témoignage parce qu'il met en jeu sa réputation. Donc c'est pour vous on va dire une garantie de sérieux. Et vous savez que voilà, c'est après c'est à vous de décider. Je crois que je vous ai tout dit. Et je n'en dirai pas plus. Et j'espère vraiment avoir le bonheur de vous compter parmi nos étudiants et que vous allez pouvoir intégrer toutes ces fameuses clés qui vont vraiment, moi je suis sûr que ça va beaucoup vous apporter dans votre existence. Alors, on va vous proposer deux exercices, un exercice du premier niveau. Ne vous fiez pas à sa simplicité. Écoutez bien les audios aussi qui précèdent. Et puis, vous aurez un audio du niveau 2. Là aussi, c'est pareil. Prenez le temps, mettez-vous dans de bonnes conditions pour le faire. Et après, à vous de jouer si vous avez envie de vous faire ce cadeau. Voilà. Merci d'être venu. Merci d'avoir passé cette soirée avec moi. C'est un vrai bonheur pour moi de pouvoir vous partager ces connaissances et j'espère que vous allez pouvoir vous faire ce superbe cadeau. Passez une bonne soirée. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large.
c'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Rudo, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.